à l'heure, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, expliquait que le gouvernement français soutenait l'action contre la menace nucléaire iranienne. Mais il fallait pas aller plus au-delà de ça et notamment essayer de protéger les civils. Vous pensez la même chose? D'abord, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, il y a une menace nucléaire iranienne et qu'il est nécessaire de tout faire pour qu'elle ne se concrétise pas. Parce que le régime iranien aujourd'hui menace directement non seulement l'existence d'Israël, menace tous les jours l'existence même d'Israël, mais menace aussi nos pays, à la fois de manière directe et de manière indirecte. C'est ce régime iranien qui a mis en danger tout le Moyen-Orient, qui l'a mis sous sa coupe pendant longtemps à travers ses milices. Je pense bien sûr au peuple libanais opprimé par le Hezbollah pendant si longtemps et qui est toujours aujourd'hui sous la menace de cette milice. Je pense bien sûr à tous ceux qui aujourd'hui font face aux proxys de l'Iran, aux Houthis qui menacent le commerce maritime et qui mènent cette guerre au Yémen. Euh, Vous pourriez dire, comme le chancelier allemand, Israël fait le sale boulot pour nous? Israël, en tous les cas, est confronté à une menace qui Mais nous est-ce touche qu'Israël fait le directement. sale boulot pour nous? Israël fait le travail de détruire cette menace qui nous touche directement. Donc il faut soutenir Israël? Mais évidemment, il n'y a pas la moindre ambiguïté là-dedans. Vous avez d'un côté un pays qui est menacé dans son existence même pour ce qu'il représente, c'est-à-dire une démocratie au milieu du Moyen-Orient, un pays qui est lié à l'Occident par son héritage, par notre héritage commun, qui est menacé précisément pour cette raison-là. Et de l'autre côté, vous avez une théocratie totalitaire qui d'ailleurs, disons-le, est aujourd'hui le bourreau de son propre peuple. Et moi, je pense aujourd'hui, en effet, aux populations civiles, mais je pense d'abord aux populations civiles qui sont opprimées par l'Iran depuis des années, depuis des décennies maintenant. Je pense aux femmes iraniennes que nous avons vues manifester, que nous avons vues risquer leur vie, que nous avons vues mourir sous les coups de ce Oui, mais il y a régime. des Iraniens qui disent, bien sûr, on veut la chute du régime, mais pas comme ça. Pas par des bombardements, pas par le chaos. Ouais. Et beaucoup d'Iraniens d'ailleurs vont se rassembler tout à l'heure à Paris à 18h pour le dire. Les Iraniens se sont d'abord rassemblés pendant des années pour nous dire à quel point l'Iran était un régime dangereux. Et moi, j'ai combattu ce qui montrait la moindre complicité, la moindre tolérance, la moindre complaisance avec ce régime. Quand la Commission européenne, en plein milieu de ces manifestations, sous le cri de Femmes, Vie, Liberté, publiait je ne sais même pas comment les appeler, des publicités, mais j'allais dire de la propagande pour dire la joie est dans le hijab, apporter de la joie, accepter le hijab, c'était en réalité l'influence islamiste qui s'exerce aujourd'hui dans nos institutions. Et c'est ça qu'on doit combattre. Beaucoup disent on n'a pas beaucoup de leviers pour faire face à ce conflit qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Notre premier devoir, c'est d'abord de combattre ceux qui aujourd'hui représentent cette menace islamiste, ceux qui représentent les proxys de l'Iran dans nos pays, ceux qui aujourd'hui menacent nos concitoyens de confession juive dans nos pays. Et c'est ce que certaines forces politiques, malheureusement, et je pense en particulier à LFI, semblent avoir oublié de dire et de rappeler au moment où nous nous parlons. François-Xavier Bellamy, on doit soutenir Israël sans ambiguïté. Le gouvernement français est ambigu, Emmanuel Macron est ambigu? Il n'est pas ambigu, il est nuancé. Il est nuancé dans la mesure où il soutient l'offensive contre les centres de construction nucléaire, et à mes yeux, à juste titre. Et il est nuancé en disant que les attaques qui touchent la population sont des attaques contestables et que la solution finale doit forcément passer à un moment ou à un autre par des négociations, même si on sait que les engagements pris historiquement par la République islamique n'ont pratiquement jamais été tenus par elle. Bah alors donc, pourquoi négocier avec le guide suprême si on sait très bien que le guide suprême ne respectera pas Eh ben, si on ses négocie, engagements? c'est très simple, si on négocie une fois que la possibilité de construire l'arme nucléaire a été éradiquée, comme c'est l'objectif principal et le plus, à mes Faut yeux, éradiquer la le menace, plus légitime, négociant. ensuite les conditions de négociation deviennent quand même très différentes et ça peut être un moyen justement d'aider la population iranienne qui est la première victime de son propre régime, d'un régime qu'elle subit sans jamais l'avoir aimé. On voit quand même que les positions sont un peu ambiguës parce qu'à la fois on aimerait que le régime tombe, mais c'est peut-être pas Israël de le décider. D'ailleurs, Netanyahou rappelle que c'est pas l'objectif principal de cette opération, mais en même temps, peut-être que ça arrangerait les choses. On ne participe pas à cette opération militaire, mais on est quand même content qu'elle ait lieu. C'est compliqué à suivre. Évidemment, la situation est de fait infiniment compliquée, mais moi j'ai une objection
à l'égard de ce que disait le président de la République. Je comprends l'inquiétude qu'il exprime lorsqu'il dit que c'est toujours difficile de pratiquer le changement de régime de l'extérieur avec une opération militaire. Mais quand il dit que ça n'a jamais été couronné de succès, qu'on n'a jamais libéré un pays d'un régime qui l'opprimait en envahissant son territoire par une opération militaire, j'aimerais lui rappeler qu'il y a des contre-exemples importants et que nous en sommes un. Heureusement que des pays étrangers ont décidé de débarquer il y a 80 ans en Normandie pour nous libérer de l'oppression du régime nazi. Je ne dis pas que ce soit ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais je crois malgré tout qu'on a le devoir de regarder le régime iranien pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour le bourreau de son propre peuple. Ça ne veut pas dire encore une fois que tout soit possible, et la France a raison de rappeler qu'on ne doit pas bombarder des populations civiles, et je crois que c'est exactement ce qu'Israël cherche à faire. Ce n'est pas la cible, oui. Et je crois que c'est exactement ce qu'Israël cherche à faire, bien sûr. Mais le fait est que la chute de ce régime serait une très très belle nouvelle pour Israël, bien sûr, mais aussi pour le peuple iranien, pour l'Europe tout entière et le monde occidental. Alors, que la chute du régime soit une très bonne chose, je ne vais pas vous dire le contraire. Évidemment, ce serait une très bonne chose. À la Libération, il ne faut pas oublier que heureusement qu'il y avait le général de Gaulle, parce que du côté des Américains, il y avait une volonté de tenir la France en laisse, y compris avec mettre en circulation des dollars comme monnaie, etc. Et qu'il fallait quelqu'un pour leur tenir tête. Autrement dit, bien sûr qu'on est reconnaissant des Alliés de nous avoir libérés, mais ça n'est pas si simple. Il y avait aussi à ce moment-là le risque d'une intrusion étrangère. Et puis alors, sur la situation qui est celle où un pays en guerre veut imposer le remplacement d'un régime détestable par un autre, c'est toujours dangereux. Vous aviez raison de dire que dans certains cas, ça a marché, parce que c'est vrai. Dans certains cas, ça a marché. Il faut reconnaître aussi que dans certains cas, les conséquences ont été extrêmement négatives. Quand on se rappelle l'Irak, quand on se rappelle la Syrie, enfin, on peut trouver 10 exemples sur les 50 dernières années où, en voulant imposer un régime différent, c'est-à-dire un régime acceptable après un régime détestable, on a créé le chaos et que ça s'est terminé par un autre régime détestable. C'est absolument incontestable. C'est pour ça que je le disais, la situation est complexe et tout propos qui ne serait pas nuancé de ce point de vue-là dans une situation telle que celle que nous avons sous les yeux serait suspect d'une simplification dangereuse. Mais le fait est qu'on ne peut pas non plus dire que, encore une fois, la situation actuelle... dans le contexte que nous vivons, il ne serait pas souhaitable que le régime iranien tombe. De même que, comme vous le disiez à l'instant, je ne crois pas qu'on puisse sérieusement considérer qu'une négociation avec le régime iranien tel qu'il est aujourd'hui soit une perspective crédible de paix et de sécurité pour les décennies qui viennent. Et il faut aussi se rendre à cette évidence. Si Israël intervient aujourd'hui, c'est précisément parce que l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, elle-même alertait depuis des semaines et encore tout récemment sur le fait que l'Iran était en train de poursuivre son programme d'enrichissement nucléaire. En espérant que les informations seront meilleures que celles des États-Unis au moment de l'Irak. Là, c'est une agence indépendante, ça n'est pas... Je sais bien. Justement, parce que là, on voit que ce conflit est sur une ligne de crête en fonction de la décision que prendront les Américains aussi. Tout dépend de ce que va décider Washington. Et là, on basculera dans autre chose, quoi. Et la décision n'est pas prise manifestement par le président américain qui a dit hier qu'il l'avait encore à trancher, qui aujourd'hui envoie un message au Wall Street Journal, le grand quotidien américain, qui expliquait quelques heures plus tôt que le président avait en réalité approuvé un plan d'attaque de l'Iran qui n'avait pas encore décidé, que ce plan devait être exécuté, mais qu'en tout cas les modalités lui avaient été présentées et qu'il les avait acceptées. Le président américain explique que le Wall Street Journal, je cite, ne sait rien de ce qu'il pense à propos de l'Iran, donc il reste à trancher. C'est compliqué, évidemment, en tant que tel. C'est compliqué pour lui. Ou c'est une stratégie ? Je ne suis pas dans la tête de Donald Trump. Mais visiblement, il veut quand même que l'intervention soit la plus courte possible. Oui, ce qu'on peut constater, c'est que, d'abord, son camp est divisé. Deuxièmement, il garde aujourd'hui, semble-t-il, les différentes options sur la table, puisque des sources de la Maison-Blanche expliquent aux médias américains et anglophones que Steve Witkoff, aujourd'hui, a parlé avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Akfassi, pour
voir un petit peu à quelles conditions l'Iran pouvait revenir à la table des négociations. Il lui a été répondu par le ministre iranien qu'il n'était pas question de s'asseoir à cette table tant que les opérations militaires israéliennes continuaient. Mais en tout cas, cette option-là est encore ouverte. Mais là où je rejoins ce que vous disiez, Olivier, c'est qu'effectivement, il a fait campagne en disant que il n'était pas le président de la guerre, qu'il n'avait jamais entraîné son pays dans une guerre, que s'il avait été, lui, président au moment du début de la fameuse opération spéciale, jamais la Russie n'aurait envahi l'Ukraine. Et donc, effectivement, il n'appuiera sur le bouton que s'il a la certitude, la conviction que ça peut être une opération rapide, définitive, et qu'en l'espace, sinon de quelques heures, mais moins que quelques jours, on arrivera à anéantir complètement cet appareil nucléaire iranien et qu'il pourra dire « tout ça, c'est grâce à moi ». Mais sauf qu'aujourd'hui, après cette frappe iranienne sur l'hôpital Soroka de Beersheva, les déclarations, et notamment de la part du gouvernement israélien, c'est de dire que ça, maintenant, on a l'impression que l'objectif, c'est la chute d'Ali Khamenei maintenant. Alors les ministres se contredisent, puisque vous avez d'un côté, effectivement, c'est ce à quoi vous faites allusion, Alain, le ministre de la Défense qui se rend sur place devant l'hôpital et qui explique qu'effectivement, il faut éradiquer le régime et qui compare le guide suprême à Hitler. Et vous avez quelques heures plus tard le ministre des Affaires étrangères qui explique que le changement de régime n'est pas l'objectif du gouvernement israélien. Donc il y a manifestement des tensions et des divergences au sein de ce gouvernement. Est-ce que les Américains doivent intervenir ? Je crois que, vous savez, sur cette question-là... Si vous dites qu'il faut soutenir Israël sans ambiguïté, la suite logique, c'est peut-être de dire que les Américains doivent intervenir. Sinon, c'est vous qui êtes dans l'ambiguïté maintenant. Non. Ce que j'allais dire, c'est que sur ce sujet-là, nous touchons du doigt notre impuissance. Nous sommes les spectateurs d'une histoire qui se fait sans nous. C'est la France, l'Europe ? La France, l'Europe n'ont littéralement pas de levier aujourd'hui pour pousser les choses dans une direction ou une autre. L'Europe pour avoir une position. On voit bien que de toute façon, sur ces grands sujets, l'Europe est toujours très divisée. Et on voit bien que les principaux conseillers du président Trump eux-mêmes semble peiner à avoir une influence sur la décision qu'il prendra. Je vois mal comment l'Europe pourrait prétendre. Donc l'Europe est spectateur de tout ça, en fait. Exactement. Donc qu'est-ce que ça montre ? Ça montre l'ampleur du travail que nous avons à accomplir pour sortir de cette impuissance. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, comme un responsable politique français, comme un responsable politique européen. Je rentre à l'instant du Parlement européen. Moi, je me bats précisément pour que nous sortions de cette impuissance. Ça prendra du temps, mais on a un travail devant nous qui est parfaitement clair. Alors, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que l'Europe se réarme. Parce que pourquoi est-ce que l'Europe est impuissante ? Parce que nous attendons de voir ce que vont faire les Américains. Personne ne se demande ce que va faire l'Europe. Et pour une raison assez simple, c'est qu'elle n'a pas les moyens aujourd'hui d'intervenir. Quand bien même ses intérêts sont en jeu, quand bien même elle est de facto impliquée dans cette histoire, nous sommes aujourd'hui devenu un continent périphérique. Et notre devoir, c'est de sortir de cette situation d'impuissance. Mais en 2003, il y a des pays européens qui avaient accompagné les États-Unis dans l'attaque de la Grande-Bretagne. C'est vrai, mais ça n'était pas l'Europe. Ça n'était pas l'Europe, c'était des pays européens. Et c'est extrêmement différent. Je suis totalement d'accord s'il s'agit de dire qu'il faut que l'Europe se réarme, évidemment. Il faut quand même relever au passage que la France n'est pas la plus mal placée dans cette affaire. Bien sûr. Mais il y a un effort général à faire, ça, absolument incontestablement. Je suis d'accord aussi sur le fait que la diplomatie européenne est une diplomatie, pour l'instant, encore balbutiante, et une diplomatie qui n'est pas la diplomatie dominante sur le monde, ça va de soi. Mais en même temps, la réunion de demain, on verra bien ce que ça donnera, mais c'est au moins un symbole. Avec les ministres des Affaires étrangères. C'est ce que j'allais dire, avec les ministres des Affaires étrangères français, allemands, britanniques, et la haute représentante pour les questions de politique étrangère de la Commission. Donc, il y aura une prise de position. Il rencontre quand même le ministre des Affaires étrangères iranien au moment où l'Iran dit que jamais ils n'auront de contact avec Washington, même si bien sûr ils mentent quand ils disent ça, mais enfin, il n'empêche. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on est influent, mais on fait au moins ce qu'on peut. Et la présence des quatre demain avec le ministre des Affaires étrangères iranien, je pense que c'est quelque chose qui, il y a 10 ans, était inimaginable. C'est une bonne initiative, simplement une bonne initiative, cette réunion ? Il faut tout faire pour que bien sûr, on puisse éviter l'embrasement. C'est ça la clé absolue. Mais encore une fois, je le redis, je crois que toutes les initiatives que l'Europe peut prendre aujourd'hui sont marquées par
je dirais pas que le but c'est de nous autocritiquer, mais de mesurer le chemin à faire pour que les pays européens retrouvent une capacité d'action sur la scène internationale. C'est marqué par notre marginalité diplomatique. Par le fait que nous sommes devenus, mais ça n'est pas seulement diplomatique, c'est aussi par le fait que militairement, nous n'avons pas les moyens de peser. La diplomatie, nécessairement, sans armes est... D'accord, mais au moins aujourd'hui, on le sait et on le dit, alors qu'il y a 5 ans, on ne le disait pas. C'est vrai. Et même, on ne le pensait pas. Mais j'irai même plus loin, Alain Duhamel, je partage totalement votre sentiment. Aujourd'hui, on a commencé d'agir. J'ai porté au Parlement européen un programme pour l'industrie de défense en Europe. Ça a été des mois de travail. Et ce programme veut inverser la logique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Depuis l'an dernier, par exemple, les Européens ont acheté au total 79% de tous leurs armements hors de l'Union européenne. Il faut changer cette logique-là. Et le programme que nous avons porté permettra que l'Europe finance des moyens militaires s'ils sont produits à 70% au moins en Europe. Ce qui demandera une métamorphose à un certain nombre de nos amis et alliés au sein de l'Europe. Exactement. Et pour la France, priorité Jordan Bardella, Marine Le Pen. De ce qui se passe en Iran. De ce conflit. De sa part, un chapelet d'évidence exprimé avec résolution. François-Xavier Bellamy. Moi, je trouve que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de mener le combat que nous avons à mener. Et c'est ce qui manque le plus, je trouve, dans les réactions qui se succèdent. On a malheureusement, même du côté de LFI, une espèce de complaisance quand Jean-Luc Mélenchon parle du droit de l'Iran à répliquer, quand il ignore la menace que ce pays fait peser sur Israël. Notre devoir, c'est de lutter contre ce régime islamiste à travers tous ses proxys, y compris en France, parce que la menace est réelle, même quand elle est parfois cachée, et notamment de lutter contre l'idéologie qui se véhicule parfois dans nos pays. C'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau a diffusé ce rapport sur les frères musulmans. Ça se passe chez nous maintenant. Et donc le combat, il est aussi pour nous aujourd'hui. Dans un instant, suite de notre édition spéciale. Merci Alain Duhamel, François-Xavier Bellamy. Nous serons en